Je vous laisse entre de bonnes mains, Tristan Nitto, pour 45 minutes de bonheur. Et ensuite, les gosiers secs seront désaltérés. Merci encore. On peut réapplaudir Tristan pour lui donner du cœur à l'ouvrage. Vous savez, il a beaucoup de courage. Voilà. Bon, alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis le dernier obstacle entre le buffet et vous. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas la bonne police de caractère sur les slides. Donc là, il va manquer des bouts des diapos. Mais et de toute façon, comme je ne pourrais pas les passer, ça risque d'être très très long et très très douloureux. Il ne veut pas. Oui, voilà. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Tristan Nitto. Vous n'avez pas arrêté de m'entendre parler toute l'après-midi. C'est une catastrophe. Donc, pour faire simple, parce que tout le monde est crevé, j'ai mis des grosses icônes pour que tout le monde puisse lire. Hein. Donc, sur la gauche, ça c'est Firefox. Donc, j'ai travaillé 17 ans sur le projet Mozilla. J'ai fondé Mozilla Europe et j'en étais le président. Quand j'ai quitté, j'ai écrit un livre qui s'appelle Surveillance, en fait, qui est sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai ensuite travaillé 3 ans dans une start-up française sur les données personnelles qui s'appelle Cozy Cloud. Et il y a 2 ans, j'ai rejoint Quant. Voilà. Et parallèlement à ça, j'ai eu 2 occupations. Premièrement, le Conseil national du numérique, dont j'étais membre pendant 3 ans. Ensuite, je suis au comité de prospective de la CNIL et depuis peu, je suis au comité national pilote pour l'éthique du numérique. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Et comme les bonnes présentations sont faites d'histoire, je vais vous raconter l'histoire de Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, qui est le numéro 1 à mon panthéon personnel. C'est un de mes héros, dirais-je. Il a inventé le web entre 89 et 92. Dans un contexte qui était celui d'un centre de recherche sur le nucléaire à Genève. Et c'est un type brillant qui a assemblé des idées déjà connues, mais il a fait ça de façon très élégante. Et surtout, il l'a fait pour partager de l'information dans le cadre de son institut de recherche, le CERN. Et ensuite, il a réussi à convaincre ses patrons que cette invention, il fallait l'offrir au monde et permettre à chacun de l'utiliser sans payer de royalties. Et donc, rien que pour ça, donc, pour moi, c'est un héros. Il y a quand même un souci, et si j'avais un reproche à lui faire, et j'ai aucun reproche à lui faire en vrai, mais si vraiment il y avait un truc où j'aurais aimé que ça soit différent, c'est qu'il a pensé son invention, le web, pour permettre à des physiciens en recherche nucléaire de publier et d'accéder aux publications de leurs collègues pour que la recherche avance plus vite. Il fallait mieux partager l'information. Mais il l'a fait dans ce cadre académique de ce centre de recherche, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas posé la question de l'argent. Bah oui, parce que les physiciens étaient payés de toute façon par l'institution. Ils étaient payés pour écrire des rapports, ils étaient payés pour lire les rapports des autres, et donc le problème de l'argent était en dehors de ce qu'ils considéraient. Mais comme son invention, elle est sortie du laboratoire et qu'elle a été utilisée dans le monde entier, eh bien, ça veut dire qu'il n'avait pas pensé au problème de la monétisation des contenus. J'aime pas beaucoup le terme, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc, cette monétisation, le fait de gagner de l'argent. Et ça, c'est un caillou que le web traîne dans sa chaussure depuis 30 ans, hein, puisque donc ça fait 30 ans que ça existe, parce qu'au début, il n'a pas pensé comment on pouvait payer les gens pour qu'ils écrivent du contenu. Alors là, je vous promets qu'il y a de la suite logique. Hein. Non, je sais que ça peut intimider comme ça. Donc déjà, je vais vous avouer une erreur. Ce sont 2 vaches charolaises, donc c'est une race à viande. Mais je vais vous demander un petit effort d'imagination et je vais vous demander d'imaginer que ce sont des vaches laitières. Ça peut être, voilà, ce sont des vaches à lait et elles discutent entre elles.
et elles sont ravies d'être là, dans ce champ. La première dit « Moi, j'adore cet endroit parce qu'on est nourri gratuitement ». Et l'autre lui répond « Oui, c'est génial, on est nourri gratuitement et en plus, on est logé gratuitement ». Et en fait, il y a une légende qui n'est pas écrite, mais qui décrit cette photo. Ce sont deux vaches discutant du modèle gratuit. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que sur Internet, on a l'impression que tout ou presque est gratuit. Vous allez sur Facebook, c'est gratuit. Vous allez sur Google, c'est gratuit. Et vous allez sur Instagram, etc., c'est gratuit. Et souvent, j'ai posé la question, et je ne vais pas vous le faire aujourd'hui, mais souvent je demande aux gens dans la salle, est-ce que vous êtes des clients de Google et de Facebook? Et il y a plein de gens qui lèvent la main. Ben oui, parce que en tant qu'individu, en utilisant les produits d'entreprise, on se positionne comme consommateur. Et pourtant, on n'est pas des consommateurs. On est le bétail des plateformes Internet. Ben oui, on ne paye pas. Alors, si vous avez envoyé un chèque à Facebook, c'était une arnaque, hein, je tiens à vous le dire, très probablement. Google, on peut acheter des trucs. Si vraiment vous avez tout rempli votre Gmail, on peut acheter de l'espace supplémentaire ou sur Google Drive, mais ça ne concerne que très très peu de gens. Et donc voilà, il y a ce rapport entre nous et les vaches. Les vaches ne sont pas clientes du fermier. Mais ça, j'espère que vous le saviez déjà. Si vous ne le saviez pas, faut qu'on parle après. Hein. Je vous parlerai de la petite souris et du Père Noël, parce que là, il y a visiblement beaucoup de choses à faire. Mais j'imagine que vous saviez déjà que les vaches n'étaient pas les clientes du fermier. De la même façon, nous ne sommes pas les clients de Google, de Facebook, des géants de l'Internet, des grandes plateformes de l'Internet. Voilà comment ça marche en vrai. Vous avez à gauche un utilisateur ou une utilisatrice qui fournit un certain nombre de choses et on va commencer par le bas. Que vient chercher cette personne? Elle vient chercher soit quelque chose du plaisir, en fait, c'est sympa d'utiliser ce service, ou bien c'est utile. C'est ça que vient chercher la personne. En échange de quoi? Elle donne du contenu. Quand vous likez un truc, c'est du contenu. Un tout petit bout de contenu, 3 fois rien. Quand vous envoyez une vidéo de chaton ou une photo de bébé souriant, vous mettez du contenu sur la plateforme. Et sans ça, par exemple, un Facebook, c'est quasiment vide. Si les utilisateurs ne mettaient pas de contenu, de likes, de commentaires, de messages, de vidéos, de photos ou autres, ça serait vide. Et enfin, tout en haut, des données personnelles. Il y a des données personnelles qui partent de chez vous et qui vont sur la plateforme. Donc la plateforme, je l'ai mise au milieu, je l'ai appelée plateforme. Vous voyez, elle ressemble à moitié à du Google, à moitié à du Facebook, mais en fait, elles sont presque toutes sur ce même modèle, hein, donc je ne cherche pas de coupable en particulier. Et en fait, ça, c'est ce qu'on voit, la plateforme et nous. Les données, on ne les voit pas. Et en fait, une donnée, c'est invisible, c'est immatériel. Et pire, quand on fait de la donnée, quand on génère de la donnée, ça ne se voit pas. Je vais vous montrer. Si j'arrive à sortir mon téléphone, voilà. Je vais vous faire un tour de magie. Voilà, je viens de générer de la donnée. Parce que, en fait, là-dedans, c'est un ordinateur. Hein, qui est une forme de téléphone, mais c'est un ordinateur. Et dedans, il y a des capteurs. Parmi ces capteurs, il y a un accéléromètre. L'accéléromètre, c'est ce qui permet de mesurer l'accélération. Et quand je bouge, ça actionne l'accéléromètre, ça génère de la donnée. Mon téléphone n'a pas changé d'apparence quand j'ai fait ça. Il y a plus de données après qu'avant, mais c'est toujours le même téléphone. Et peut-être que ces données, j'en sais rien, sont parties ailleurs. Mais là aussi, c'est invisible. Peut-être que c'était du Wi-Fi, de la 3G, de la 4G, j'en sais rien. Mais si des données sont parties de mon téléphone à ce moment-là, je ne les ai pas vues non plus. Donc c'est normal que les gens ne sachent pas qu'ils génèrent de la donnée personnelle et qu'elle s'enfuit, ça, c'est normal.
Parce qu'il manque un bout dans mon schéma, que voici. C'est celui, alors là pour le coup, c'est vraiment un client. Là, c'est l'annonceur, et l'annonceur, il achète de l'audience ciblée. Il pousse de la publicité ciblée. Il envoie de la publicité, et donc on lui donne une cible. Il achète de l'audience ciblée. C'est là qu'est le vrai argent. Là, il y a des milliards de dollars qui transitent. Donc, c'est vraiment de l'argent. En fait, si vous voulez, mes 2 vaches laitières tout à l'heure, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'elles produisent du lait, et ce lait est acheté par une coopérative laitière. Et ça, on ne la voit pas, la coopérative laitière. Quand vous passez en TGV ou en voiture, vous voyez pas vous voyez 2 vaches, le champ, vous doutez qu'il y a un fermier pas loin, mais vous ne voyez pas la coopérative. Ben, c'est ça, la coopérative laitière, c'est le vrai client du fermier. Et bien ici, c'est l'annonceur. Il donne du vrai argent, et ça se compte vraiment en milliards, et en fait, il achète le droit d'envoyer de la publicité vers les personnes qui sont à gauche. Et c'est de la publicité ciblée. C'est-à-dire que l'annonceur, il va dire, pour mon produit, je veux toucher une audience qui a telle et telle caractéristique, tel niveau de revenu, tel centre d'intérêt, situé à tel endroit, qui clique sur tel truc, etc. Plein de critères. Donc ça veut dire que la plateforme, pour vendre cette publicité ciblée, doit être capable de cibler les personnes. Et cibler les personnes, c'est ça, c'est la raison pour laquelle ils vont collecter un maximum de données sur chacun des utilisateurs. Combien vous gagnez? Ce que vous pensez de ceci, de cela, quels sont vos sujets d'intérêt, où est-ce que vous vous déplacez, tout ça. Ils veulent tout savoir sur vous parce que ça leur permet de vous cibler avec de la publicité. Donc mécaniquement, ce modèle commercial fait que la plateforme, structurellement, doit collecter un maximum de données sur les individus. Suivant. Alors, comment est-ce que Google collecte les données personnelles? C'est très simple. Alors, j'ai mis quelques icônes là. J'avais pas de place pour toutes les mettre, hein, donc j'étais obligé de faire un tri extrêmement sévère. Prenons l'exemple de Google Maps. Eh bien, très généreusement, Google vous offre Google Maps. Et je trouve que c'est une super application, hein, soyons très clairs. Mais l'intérêt, c'est que ça active le GPS, la puce GPS de votre téléphone. Parce que sinon, évidemment, ça ne vous repère pas sur la carte. Et à ce moment-là, ils récupèrent vos déplacements au quotidien. Et donc, ils savent où vous travaillez, quels sont vos horaires, où est-ce que vous habitez, quand vous rentrez, quel chemin vous prenez, par quel magasin, où est-ce que vous allez faire vos courses, combien de temps vous passez ici ou là, etc. Accessoirement, ça dit si vous allez à la mosquée, au temple ou à l'église, quand, avec quelle fréquence, combien de temps et lequel. Ça, c'est juste Google Maps. Alors, il y a Gmail. Gmail, c'est génial parce qu'à une époque, ils en profitaient pour lire votre courrier. Bon, il y a eu des procès, tout ça, ils ont arrêté. Ils continuent de lire votre courrier, mais plus pour la pub. Parce que, bon, le secret de la correspondance, tout ça. Mais le gros intérêt, c'est de savoir avec qui vous parlez, de quoi vous parlez, etc. Qui sont vos amis? Qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'icône suivante, qui est Google Contact. Et puis, en dessous, il y a Google Search, le moteur de recherche. Alors là, c'est formidable. Je crois que vous avez pas bien réalisé, mais un moteur de recherche, et c'est pour ça qu'on a fait Quant, un moteur de recherche a une intimité avec l'utilisateur qui est juste hallucinante. En fait, Google Search, c'est là où vous indiquez toutes vos inquiétudes, tous vos questionnements. Par exemple, vous vous levez le matin, vous avez une démangeaison mal placée, hein, désolé, sujet trivial. Vous ne savez pas encore si vous allez en parler à votre conjoint, parce que quand même, mal placé, je vous ai dit. Vous ne savez pas si vous allez en parler à votre médecin, parce que bon, ça vaut le coup d'aller chez le médecin ou pas. Par contre, posez la question à Google, mais direct. Hein. Lequel c'est qui vous êtes, puisque vous êtes connecté avec votre Gmail, hein, c'est quand même l'intérêt premier, avoir l'identité réelle des gens. Et il a une mémoire infinie. Donc il va se souvenir, 20 janvier, 7h07, hémorroïde. Hop, vous voyez. Et donc,
vous vous retrouvez plus tard avec de la pub, des machins, enfin vous êtes mis dans une catégorie, ça vous reviendra dans la figure tel le boomerang un peu plus tard. C'est formidable. Donc ça, on ne se pose pas la question, genre, oui, Google n'a pas du tout fait le serment d'Hippocrate, ni rien sur les données médicales. Hein. C'est juste, non, bah, il m'a demandé un truc, des mangeaisons, là, et c'est tout. Mais ça y est, il l'a enregistré. Donc Google Agenda, c'est pour savoir ce que vous faites de vos journées. Google Drive, c'est lire vos documents. Et Google Analytics, ça, c'est pas vous qui les donnez, c'est au site web qui mesure l'audience de chaque site web avec Google Analytics. Il vous offre aussi à gauche Chrome, qui est un navigateur. Donc là, c'est génial, hein, ça permet de savoir combien de temps vous passez sur chaque page. Ça connaît votre historique de navigation, votre historique de recherche. Et enfin, alors le top du top, c'est quand même Android. Alors, on va faire un rapide sondage. Qui a un téléphone Android dans la salle? Levez la main. Et c'est un plébiscite. Alors donc voilà, donc Android, je vous posais une question. Pourquoi est-ce que Google, qui a investi des dizaines de milliards de dollars dans le développement d'Android, je n'invente pas, hein, des dizaines de milliards de dollars, pourquoi est-ce qu'il le donne à Samsung, qui a pourtant tous les moyens qu'il faut pour payer? Eh bien, il le donne parce qu'avec, il y a un contrat, et ce contrat qui est d'une générosité incroyable, comme l'entreprise d'ailleurs qui l'a fait, c'est beau, il dit, je vous donne Android pour les téléphones mobiles, à condition que vous preniez gratuitement toutes les applications. T'as vu ça? T'as un cadeau et hop, t'as un deuxième cadeau. Mais les applications, il faut les activer par défaut sur le téléphone. Et évidemment, ces applications, elles arrivent chez vous, dans votre poche, activées. Ça, on ne vous l'a pas dit dans le magasin Orange où on vous a fait 1 minute 30 de formation à l'Internet mobile. Hein. Vous rentrez chez vous, déjà, on vous demande une adresse email, on vous file une adresse Gmail et tout. On sait quelles applications vous téléchargez, ça active le GPS, tout bien, nickel. Et en fait, vous vous rendez compte que votre téléphone Android, c'est un cheval de Troie. Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie. C'est un cadeau qui est empoisonné. Bon, sauf que nous, on est plus cons que les Troyens, parce qu'en plus, on a payé le téléphone, alors qu'au moins, ils avaient le cheval gratuit. Nous, non, on a 600 balles, bim. Suivant. Le slide, merci. Alors, si vous trouvez que j'aime pas Google, attendez que je vous parle de Facebook. Hein. Donc là, à droite, vous avez une copie d'écran que j'ai fait à l'époque où j'utilisais un téléphone Android. Je me suis dit, tiens, je vais installer Facebook, ça va être sympa. Donc, et il me dit ça. Il me dit, voilà, il faut... Facebook doit avoir accès aux éléments suivants. À mon agenda? Non mais sérieux, pour voir des photos de chatons, l'agenda, c'est obligé? Les contacts. Alors là, c'est un problème parce que c'est plus mes données à moi, c'est les données de mes amis. Vous voyez, quand même, quand vous cliquez sur accepter en bas, hein, qui est vert comme le feu vert, comme s'il ne fallait pas se poser de questions, vert comme l'espoir, allez-y, c'est bon. Eh bien, vous donnez le numéro de mobile de tous vos amis et leur adresse email pendant qu'on y est. Vous voyez, donc, ce n'est pas juste une question de données personnelles, c'est aussi les données de vos amis. Alors, il lit vos textos, il accède à votre position GPS aussi, hein, votre téléphone, savoir qui vous appelez, et vos photos. Et alors là, il y a un bug, mais énorme, un oubli dramatique, il n'y a pas de bouton annulé. J'espère qu'ils ont viré le designer, hein, parce que, non mais en fait, il y a juste un bouton vert « Accepter ». Alors, il y a plein de gens, des milliards de gens qui ont cliqué sur « Accepter ». Peut-être qu'ils n'ont pas bien lu, hein. Pourtant c'est écrit gros. Hein. Eh ben, ils n'ont pas lu, ils ont cliqué sur accepter. Moi je parie que s'il y avait marqué me soumettre, c'était pareil, les gens ont cliqué aussi. C'est parce que tout le monde l'a fait. Hein. Bon, moi non, mais bon, j'ai effacé mon compte Facebook depuis d'ailleurs. Suivant. Alors je vais vous parler maintenant de Edward Snowden, qui n'est pas lanceur de javelot, hein, mais lanceur d'alerte. C'est marqué derrière sa tête, donc on ne peut pas le lire. C'est un ancien agent de la CIA et un consultant de la NSA, la National Security Agency. Snowden, c'est un patriote américain. C'est un mec de droite, le type bien droit dans ses bottes. Il voulait être militaire et il n'a pas pu. Et donc,
il a été recruté par la CIA, parce qu'il était très doué en informatique. Il était recruté par la CIA. Il a bossé pour la CIA et ensuite donc pour la NSA. Et puis, il s'est quand même rendu compte que ces deux agences, au mépris de la Constitution américaine, mettaient sous surveillance massivement des citoyens américains. Et que ça, pour lui, qui avait une très haute opinion de son pays, c'était pas quelque chose d'acceptable. Pour lui, ce n'était pas possible que son pays mette les gens sous surveillance. Et donc, il a essayé de faire bouger les choses en interne, ça n'a pas marché, et il s'est transformé en lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'il a pris tous les documents qu'il y avait sur les serveurs qui traînaient à la NSA. Il laisse pas traîner beaucoup de choses, mais comme il était informaticien, il avait accès à beaucoup de choses, lui. Il a mis tout ça sur des clés USB. Un jour, au bureau, il a fait « Ah ben non, je peux pas, je suis malade, je viens pas aujourd'hui ». Et il est parti à Hong Kong avec ses clés USB. Il a donné tout ça à 3 journalistes. Et c'est devenu les révélations Snowden. Il y avait des centaines de milliers de documents, de présentations PowerPoint qui expliquaient les programmes secrets de la NSA. Et concrètement, si on lit ces révélations Snowden et ce qu'ont fait des journalistes, analyser et publier des tas d'articles, eh bien, c'est écrit que la NSA a pour vocation de mettre tout le monde sous surveillance. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde. 7 milliards de terriens sous surveillance. Évidemment, ils ont beau avoir des budgets faramineux, c'est quand même trop cher pour mettre tout le monde sous surveillance. Mais, tant mieux pour eux, les terriens sont suffisamment stupides pour acheter des smartphones qui captent toutes leurs données et qui vont centraliser ces données pour les mettre dans les mains de quelques géants, lesquels se font piller ces données par la NSA. Et donc, en fait, les GAFA, les grandes plateformes de l'Internet, sont les idiots utiles de la NSA. Et puis nous, on est les idiots utiles des GAFA. Donc voilà, au final, ça devient très facile pour la NSA de capter toutes ces données. Alors on me dira que ce n'est pas vraiment un problème. Moi je vous dirais que quand même, et c'est surtout valable ici à Toulouse, la NSA, elle ne fait pas ça que pour lutter contre le terrorisme. Son but, c'est d'augmenter, raffermir l'hégémonie américaine partout dans le monde, au niveau de la diplomatie, au niveau militaire, mais aussi au niveau économique. Et pourquoi Toulouse? Parce que Airbus, Boeing, c'est super important pour l'Amérique de maintenir l'hégémonie de Boeing versus Toulouse et Airbus. Donc voilà pourquoi, même ici, on pourrait croire qu'on est tranquille à Toulouse, au calme. Eh bien non, on est directement concerné par les actions de la NSA. Donc en substance, ce que dit Snowden, c'est la centralisation des données, puisqu'on centralise ces données, c'est ce qui rend économiquement possible la surveillance de masse. On va passer à la slide suivante. Pendant ce temps-là, pour une petite pause dramatique, je vais boire un coup. Glenn Greenwald, journaliste, ancien avocat, est l'un des 3 journalistes qui a recueilli les révélations Snowden. Et il a fait une conférence TED où, en 20 minutes, il démontre brillamment pourquoi il ne faut pas faut pas qu'il y ait de surveillance de masse. Et en substance, c'est ça. Si vous savez surveiller, vous vous auto-censurez. Si vraiment il fallait retenir que ça, c'est sous surveillance, on s'auto-censure. Ça a été même un modèle, je ne sais pas si vous avez lu Foucault, Surveiller et punir, si vous avez lu les travaux de Foucault sur la société de contrôle, ou si vous avez vu ce que c'est qu'une prison panoptique, inventée par Bentham au XVIIIe siècle. C'est simple, une prison panoptique, c'est une prison qui est ronde, donc un mur rond avec des cellules dedans, et au milieu il y a une tour. Et dans la tour il y a un gardien. Et le gardien, il peut regarder à 360 degrés. Et il est caché derrière des meurtrières ou des vitres sans teint. Et donc, il peut voir tout ce qui se passe dans toutes les cellules à un instant T. Il ne peut pas toutes les regarder en même temps, mais on ne sait jamais laquelle il regarde.
et donc ils se tiennent à carreau. Ça s'appelle donc une prison panoptique. Et Bentham, qui était vraiment un type génial, il avait inventé aussi l'hôpital panoptique et l'usine panoptique, hein, un grand humaniste, définitivement. Donc voilà. Donc Glenn Greenwald, il vous explique que quand vous savez surveiller, eh ben, ça vous pousse à la conformité. Une idée saugrenue qui n'est pas forcément répandue, et puis une idée qui est nouvelle, une idée qui n'est pas encore affinée, eh bien, vous n'osez pas l'exprimer si vous pensez que vous êtes surveillé et donc jugé. Donc, ça pousse à la conformité, ça pousse à l'obéissance et ça pousse à la soumission. C'est pour ça que les dictateurs mettent en place des systèmes de surveillance. C'est pour ça que dans l'Allemagne de l'Est, on avait la Stasi. Les gens se surveillaient mutuellement avec des papiers et des Bristol. Hein. C'était pas... Maintenant, on a les smartphones, c'est quand même beaucoup mieux, et les grandes bases de données. Mais le système est le même. Ce savoir surveiller, ça fait qu'on n'ose pas bouger l'oreille. Et donc, ça permet de maintenir un système en place. Et donc, ce n'est pas une démocratie. Voilà. Suivant. Et ça se mesure, tout ça. La surveillance qui provoque l'autocensure, ça se mesure. Alors, ça, je vais vous demander un peu d'attention, parce que celle-là, elle est compliquée, hein, je suis désolé. Ça, c'est une étude scientifique qui a été menée sur l'audience des pages Wikipédia. Je vais essayer de prendre un autre micro. Allô, 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 allô. Oui, c'est bien, super. Comme ça, je peux vous montrer sur le graphique. Alors, donc ça, c'est le nombre de pages vues d'une sélection de 47 articles Wikipédia. C'est 47 articles en liaison avec le terrorisme. Donc, je rappelle juste, hein, vous avez le droit d'aller visiter Wikipédia, hein, c'est légal. Dedans, il y a des articles avec des mots-clés plus ou moins en rapport avec le terrorisme, par exemple salafisme, bande de Gaza, explosifs improvisés, ce genre de choses. Il y en a 47 qui d'ailleurs a été listés par la CIA comme étant les mots-clés qui surveillaient sur les réseaux. Il les a pris et il a fait cette audience, il a mesuré l'audience des pages Wikipédia. Et vous voyez, donc les points noirs, c'est l'évolution mois par mois, et ça monte. Et là, le trait noir, c'est la moyenne, la tendance. Et ça monte. Et c'est bien que ça monte. Pourquoi? Parce que, objectivement, le terrorisme, c'est quelque chose qui préoccupe les gens. Les gens sont préoccupés, on en parle à la télé, etc. Ils vont sur Wikipédia, ils se renseignent pour mieux comprendre. Et là, avec Wikipédia, enfin, c'est tout le contraire d'une chaîne d'information en direct. Vous avez le temps. Vous pouvez lire, vous pouvez relire. Il y a un mot que vous ne comprenez pas, c'est Wikipédia. Vous cliquez dessus, ça vous emmène vers la page qui va bien. On se documente, on apprend, on comprend. On se rend compte que non, tous les Arabes ne sont pas musulmans et non, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Enfin, je reviens à la base hein, quand même. Mais c'est important de savoir ce genre de choses. Bref, c'est bien. Parce qu'un citoyen qui se documente, c'est un citoyen qui comprend mieux les choses et qui peut-être votera mieux la prochaine fois. Slide suivant. J'ai ma gourde qui en fait une tentative de suicide. Alors, ça, en rouge, c'est les révélations d'Edward Snowden. Voilà. Quand les révélations d'Edward Snowden sortent dans la presse, l'Américain de base, il apprend qu'il est sous surveillance par la NSA. Et là, d'un grand coup sec, il ne va plus sur Wikipédia. C'est toujours légal d'aller sur Wikipédia. Mais il n'ose plus y aller. Ou beaucoup moins. Il s'auto-censure. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas demandé d'écrire sur Wikipédia des trucs sur le terrorisme. Hein. Juste lire Wikipédia dans un machin qui est en lien avec le terrorisme, c'est trop flippant, il y va beaucoup moins. Et ça baisse de façon radicale. C'est démontrer avec des statistiques sur une grande échelle, hein, puisque c'est le nombre de vues. Hein, donc voilà, pour vous donner une idée, c'est 2 millions de vues sur ces pages-là. Vous voyez, on est sur des grands chiffres qui sont significatifs. Quand on se sait surveiller, eh bien, on s'auto-censure. Suivant. Et ça pose une question,
J'en pose deux, en fait. La première, c'est ça. Est-ce qu'il faut se résigner face au capitalisme de surveillance? Le capitalisme de surveillance, c'est le mécanisme que je viens de vous décrire. C'est ces grandes plateformes qui captent des données sur nous de façon à vendre de la pub ciblée. Ça nous met de facto sous surveillance. Alors bon, capitalisme, je crois que vous aviez compris, c'est clair. Hein, donc c'est du capitalisme, mais qui est lié à la surveillance. C'est un terme qui est utilisé par certains chercheurs en sciences sociales. Donc première question, le numérique, dont je vous ai dit tout le bien que je pensais tout à l'heure, ne serait-ce que par Wikipédia, tout ce que ça permet de faire de la communication, ça permet d'apprendre, ça permet de partager. Je trouve ça formidable. Et seulement, ça donne aussi aujourd'hui le capitalisme de surveillance. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'inventer un numérique qui est autre chose que le capitalisme de surveillance? Et ça pose une deuxième question. Est-ce qu'on veut que la France soit une colonie numérique des USA et ensuite de la Chine? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, là, avec nos smartphones, nos plateformes, enfin leurs plateformes et l'usage qu'on en fait, la France, l'Europe, c'est une mine à ciel ouvert de données personnelles, où ils viennent piocher. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, si le numérique, je le disais tout à l'heure, il est partout, est-ce qu'on veut vraiment laisser ça aux Américains et aux Chinois? Parce qu'on a un problème quand même. C'est là que les emplois sont créés, aujourd'hui. Et donc c'est là qu'est générée la valeur. Donc c'est là qu'il faudrait payer des impôts. Et je ne sais pas si vous suivez l'optimisation fiscale des grandes plateformes Internet, mais les impôts, ce n'est pas en France qui sont payés. C'est en Irlande parce qu'ils arrivent à y échapper ensuite. Donc on a un vrai problème. Et tous ceux qui ont étudié un tout petit peu l'histoire des colonies, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Hein. Et bon, je vous laisse vous renseigner, mais ce n'est pas le colonisé qui gagne le plus souvent. Suivant. Alors, chez Quant, en fait, on a décidé d'agir sur le sujet. On a décidé de faire un moteur de recherche. Un moteur de recherche français. Donc ça, c'est sa première spécificité, à vocation européenne. Hein, il parle plusieurs langues européennes. Mais on veut qu'il soit différent en mieux de ses concurrents américains. Et la première chose, c'est qu'il respecte la vie privée. Donc quand vous allez sur quant.com et que vous allez donc faire une recherche, il y a un truc qui manque, et c'est bien, c'est la bannière « Accepter nos cookies ». Parce qu'on ne met pas de cookies. Donc on n'a pas besoin de vous demander d'en mettre puisqu'on n'en met pas. Ça veut dire qu'on ne va pas vous reconnaître la prochaine fois que vous venez. Donc pas de cookies, donc on n'a pas votre historique de recherche, donc on ne se souviendra pas qu'à 7h07 le 20 janvier, tout ça. Votre adresse IP dont on a besoin pour renvoyer la réponse, parce que c'est l'adresse, c'est là où se trouve votre ordinateur, on la prend, on vous renvoie la réponse, et dès que c'est fait, votre adresse IP, j'utilise un peu de jargon, c'est hachée soltée, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va dire qu'elle est chiffrée. On ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a fait ce traitement. On ne peut pas retrouver votre adresse IP. Et nous, on a construit, on a nos propres serveurs, plusieurs centaines de serveurs, en Europe, en région parisienne plus précisément, entre autres, nos algorithmes et nos index. C'est-à-dire qu'on a fait de la technologie made in France pour faire un vrai moteur de recherche européen. Et en plus de ça, on a un certain nombre de services derrière qui arrivent, que je vais vous décrire maintenant. Suivant. Quant Junior, dont j'ai parlé, donc voilà à quoi il ressemble. Pour les enfants de 6 à 12 ans, pas de porno, pas de violence, pas de haine, pas de drogue, pas de publicité. En plus des contenus spécifiques. Donc là, si vous allez sur Apprendre, eh bien, vous pouvez chercher grammaire, triangle, enfin bon, des choses qui sont en lien. Ça, c'est pour aider à faire les devoirs. Ça, m'informer, c'est des news spécialement sélectionnées pour les enfants. Et chercher, c'est le moteur de recherche normal. Il y a des jeux en ligne, et puis il y a des activités hors ligne. Donc si vous voulez faire du découpage, donc imprimer des trucs. Et là,
Si l'enfant cherche terrorisme image, eh bien, il y a un petit dinosaure qui lui dit j'ai rien trouvé pour toi. Suivant. Je n'ai pas mis de slide sur Quant School, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. En quelques chiffres, donc on est en France, basé dans 5 lieux, Paris, Rouen, Nice, Ajaccio, Épinal, avec des investisseurs français, allemands, un petit bout d'État, puisque la Caisse des dépôts et consignations, et la Banque d'investissement européenne. Voilà, c'est tout. Suivant. Voilà, Quant Maps, qui est une carte donc là, judicieusement placée sur Toulouse. Donc c'est en fait l'équivalent de Google Maps, mais fabriqué par Quant avec des données provenant de OpenStreetMap et des logiciels provenant d'OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un peu le Wikipédia de la cartographie. Donc c'est la même approche. Hein. Donc les données sur Toulouse, par exemple, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas bon, qui est incorrect, eh bien vous pouvez contribuer et ça sera repris par Quant Maps. Voilà, suivant. Alors avant que vous me posiez la question comment est-ce que Quant gagne des sous, la question est plus que légitime. C'est très simple. Là aussi, j'ai fait une recherche sur vélo. Là, j'ai les résultats vélo. Et là, j'ai de la publicité. Vous me dites, ah bon, mais la publicité, mais c'est comme Google. Non. Parce que ce n'est pas de la publicité ciblée, puisqu'on ne sait pas qui vous êtes. On ne peut pas vous cibler si on ne sait pas qui vous êtes, puisqu'on n'a rien mémorisé sur vous. Par contre, c'est de la publicité contextuelle. Elle est fonction de ce qu'on sait sur vous à l'instant T. Qu'est-ce qu'on sait sur vous? C'est que vous cherchez vélo. C'est tout. Donc, on vous affiche de la publicité en lien avec le vélo. C'est ce que j'ai encadré en rouge. Alors, en vrai, il n'y a pas le cadre rouge, hein, je vous rassure, ce n'est pas aussi laid que ça sur Quant. Et puis, bon, évidemment, là, sur le vélo, on a mis la page Wikipédia sur le vélo. Au passage, on note qu'il y a un lien « Apprenez à enrichir l'encyclopédie Wikipédia ». Hein, parce que pour nous c'est important, on se sert de Wikipédia, mais on vous encourage à participer dessus. Et puis voilà, il y a les actualités sur vélo. Donc ça c'est la première façon de faire. Deuxième façon, merci, c'est l'affiliation. Là quand j'ai tapé télé 4K, on se doute qu'il est possible qu'il y ait une volonté d'achat. Hein, pareil, si vous tapez iPhone, c'est peut-être parce que vous voulez les nouvelles spécifications de l'iPhone ou parce que vous voulez en acheter un. Donc, il y a de la publicité ici, il y a des résultats de web ici, mais là, sur la télé 4K, il y a un nom de partenaire, un produit avec sa photo et un prix. Et donc, si vous cliquez dessus, à ce moment-là, Quant est rémunéré. Et on ne sait toujours rien sur vous, juste que vous avez cherché télé 4K. Voilà, suivant. Et c'est tout. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions ou pas. Ah, une question, on ne me répond pas ou je ne vois rien, donc on va dire que oui. Monsieur, je vous écoute. Je répéterai sinon. Alors, la question est la suivante, c'est, vous dites qu'il n'y a pas de cookies, mais si je vais sur le site de la Redoute après, est-ce que la Redoute met des cookies? Oui, très probablement. Donc, nous, on s'engage sur ce qu'on peut contrôler, à savoir nos cookies qu'on ne met pas chez vous. Maintenant, il est probable que les sites derrière, surtout des sites marchands, vont mettre des cookies Mais tous les cookies ne sont pas mauvais. Hein. Sur les sites marchands, si vous désactivez complètement les cookies, vous allez avoir des soucis. Parce que vu comment le web a été créé au départ, le problème, c'est que le web est dit stateless, sans état. C'est-à-dire que si vous revenez à 30 secondes d'intervalle, on ne sait pas qui vous êtes. Et si vous avez un caddie dans lequel vous mettez des trucs, vous allez perdre votre caddie. Vous imaginez, vous allez à la Redoute, vous voyez un truc qui vous plaît, vous le mettez dans votre caddie, vous changez de page et il a oublié qui vous étiez, donc il retrouve plus le caddie n'est plus associé à vous, et donc ça ne marcherait pas du tout. Donc
certains cookies sont bons, là c'est des cookies utiles, et certains cookies ne sont pas bons, type ce qu'on appelle les cookies tiers, c'est-à-dire que c'est des cookies qui seraient mis par des publicitaires qui ne sont ni la Redoute ni vous, et qui, eux, surveillent que vous allez à la Redoute, et puis ensuite vous allez au 3 Suisses, ensuite chez Decathlon, et ensuite à la Fnac, et ils vous suivent à la trace. Et ça, c'est ça le problème. Donc le vrai problème des cookies, c'est ce qu'on appelle les cookies tiers. Monsieur. Est-ce que je vous choque en disant je suis favorable à la publicité parce que le jour où il n'y aura plus de pub, ça ne marchera plus, en gros. Mais ou ça sera payant. Écoutez, moi je pense que quelque chose de payant, si le prix il est raisonnable, qu'on a le choix, au moins les choses sont claires. Ce qui me choque aujourd'hui dans la publicité ciblée, c'est que ça prend des données sans qu'on réalise les implications qu'il y a. Et ça n'empêche pas que chez Quant, il y a de la publicité, le produit est donc gratuit, mais ce n'est pas de la publicité ciblée et donc vos données personnelles ne sont pas collectées. C'est un peu ce qui s'est passé avec les journaux. C'est-à-dire que les journaux au début, pareil, on a commencé à les payer, mais la publicité est arrivée quand même derrière après. Donc je crains qu'on paie effectivement le service, mais qu'ensuite la publicité, elle y revienne aussi. Ah, moi je suis abonné au Monde et version numérique et il y a de la pub aussi. Une autre question? Je ne sais pas si on a le temps parce que moi je suis attendu ensuite. Bonsoir, j'ai juste une rapide question. Je vous écoute, monsieur. Vous pourriez faire le gap entre la CNIL d'il y a 40 ans et les RGPD qui arrivent violemment chez nous? Merci. Oui. Alors, sur la CNIL, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais que les choses soient claires. Quand on fait un produit en France, je pense que tous les produits numériques, mais les produits en général, mais c'est encore plus vrai pour les produits numériques, ils sont le reflet des valeurs locales. Un produit fait en France, et c'est le cas de Quant, il reflète le fait qu'en 1978, il y a eu un scandale sur le fichier Safari, et donc ça a donné lieu à la création de la CNIL et à la loi de 78, et que c'était bien de se préoccuper de la collecte de données personnelles. Et le RGPD, en fait, c'est un peu le fils spirituel de la loi de 78. Et je pense que ce n'est pas un hasard si les deux sont arrivés en Europe. Ça ne sera jamais arrivé en Chine et aux États-Unis où l'industrie des data brokers est florissante. Ils n'auraient pas réussi à faire émerger ça non plus. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que le RGPD c'est compliqué. C'est pas simple, mais le RGPD a des avantages. Un, il s'applique à tout le monde en Europe de la même façon, tous les 28 pays, et ça c'est super parce que ça aide beaucoup. Et ça s'applique aussi aux gens qui font des services qui sont à destination de personnes situées sous le droit européen. Et donc ça veut dire que les Google et les Facebook aussi doivent se soumettre au RGPD. Et ça, croyez-moi, en termes de régulation de l'Internet, c'est un vrai progrès. Parce qu'avant, on faisait, on l'a vu, hein, ça n'a pas marché sur les impôts. Essayer de faire payer les GAFA, c'est très très compliqué. Parce qu'ils trouvent des façons de faire de l'évasion fiscale, quoi. Donc au moins le RGPD sur les données est très intéressant. Et puis aussi, il y a la possibilité de sanctionner les entreprises et les États, et ceux de façon majeure, à coût de dizaines de millions. Et c'est une bonne chose, parce qu'il y a un effet dissuasif que la CNIL n'avait pas avant. Voilà. Merci beaucoup.